Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à une nouvelle question qui m'a été envoyée par Romain. Sa question est la suivante. Le mariage, rituel social ou promesse individuelle? Alors cette question me prend un petit peu de court. Je vais essayer de répondre néanmoins très spontanément. Je pense qu'il est possible d'éclairer évidemment cette question de différentes manières. La façon dont j'ai envie de rentrer dans ce sujet, c'est surtout de dire ça dépend d'où ça part. Je vais en venir simplement à une expérience qu'on a pu tous faire. On a pu entendre une phrase et rester complètement tranquille, et entendre la même phrase et être activé de façon certaine. L'endroit d'où ça part va déterminer la façon dont c'est reçu de l'autre côté. On peut voir ça de différentes façons. On peut voir le mariage comme une fusion de deux êtres dans une seule entité. Et dans ce cas-là, on va passer dans un rapport à la vie qui va être « je suis la jambe droite, tu es la jambe gauche », et si l'un de nous deux part, je suis unijambiste. Il y a dans cette façon de procéder un abandon de sa souveraineté et le fait que l'autre va nous compléter, donc on va être sur le mythe de la moitié, etc. etc. Donc là, on s'abandonne, mais je pense qu'il y a une partie de nous qui s'abandonne parce qu'on veut que l'autre fasse la même chose en retour. Comme ça, on va être rassuré sur le fait qu'on ne mourra pas seul. Moi, je pense que c'est vraiment ça la finalité des choses. Souvent, on va dire qu'on va choisir quelqu'un pour vivre le reste de sa vie ensemble. Moi, j'ai l'impression que si on l'éclairait de l'autre côté, ce serait « est-ce que je vais mourir seul ?» Ce serait ça la question. Simplement, c'est un petit peu moins romantique de le formuler de cette façon. Il y a aussi la façon de l'envisager en disant « nous sommes deux êtres à part entière, nous allons rester deux individus, mais nous allons former une troisième entité qui sera le couple que nous allons mener ensemble. » Là, on est déjà sur quelque chose de plus complexe à gérer et dans lequel on n'abdique pas de sa personnalité propre, de sa subjectivité, de son histoire et du fait de se rencontrer soi. Je pense que dans cette façon de faire, il y a donc plus d'exigences, puisque la personne avec qui on est peut très bien décider, pour préserver son individualité, pour s'écouter elle-même, de quitter le couple, et elle reste une personne à part entière quand elle le quitte. Donc il y a plus de danger à s'engager dans un mariage construit de la sorte, sur cette dynamique, sur cette conscience, sur ce pacte finalement. Il y a également la façon de voir l'amour qui va plus se rapprocher de la non-demande en mariage de Brassens, où il est souligné le fait que l'amour, s'il est mis en boîte, alors il devient une institution, donc il devient mort, puisque quand on institutionnalise quelque chose, c'est qu'on le fige. Et quand on se fait cette promesse-là à un moment T pour que ça aille jusqu'au bout de sa vie, on est en train de se couper les ailes à l'endroit où on pourrait être dans le plaisir de voler chaque jour avec la même personne, potentiellement. Mais il y a là un risque qu'un beau jour, on se découvre l'envie d'aller voler ailleurs. Donc, je pense que le mariage peut servir de levier à différentes façons de se considérer soi, de considérer l'autre, de considérer la vie en général, et de gérer ses peurs et cette envie qu'on a fondamentalement de se sentir compris, de se sentir rejoint, de se sentir vu par quelqu'un, connu de quelqu'un. D'être aimé avec tous nos défauts, avec tous nos manquements, avec toutes nos qualités également, de pouvoir compter l'un sur l'autre. Je pense qu'on a une peur panique, en fait, de vivre un moment de notre vie où on n'aurait pas cette assurance d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. On aime peut-être d'ailleurs être la personne sur qui on peut compter, parce qu'on sait qu'en échange, la personne pourra faire la même chose pour nous. Il y a aussi, je pense, pour certaines personnes, une dimension symbolique forte en termes de normalisation de l'appartenance au groupe. Quand on se marie, on va signer des papiers qui vont faire rentrer notre union dans la société, dans l'État. Le maire de la ville va officiellement, avec son écharpe tricolore, valider notre union aux yeux de l'État. On ne paiera pas les mêmes impôts, on ne recevra pas les mêmes papiers. Pour certaines personnes, on changera de nom. Donc il y a tout un processus de transformation qui nous amène à faire partie plus intégrante de la société, à appartenir au groupe de façon plus flagrante. Donc du coup, il y a aussi quelque chose qui est soulageant
dans le fait qu'on est considéré comme un membre à part entière du collectif, puisqu'on a suivi le rituel indiqué dans la situation dans laquelle on était. Il y a quelque chose de fort dans cet engagement-là, que l'on prend non seulement avec son conjoint ou sa conjointe, mais qu'on prend aussi avec l'État, et si on rajoute le côté religieux, avec Dieu également. Donc là, il y a quelque chose de très fort, où en fait, on décide de figer dans le marbre quelque chose de très fort, une promesse qu'on fait à la personne qu'on aime, à soi, à l'État et à la collectivité, et peut-être même à Dieu lui-même. On peut y voir une sorte de transcendance. L'abandon de soi n'est pas toujours négatif, c'est-à-dire que l'identification peut aussi amener son lot de complications inutiles. Quand on est trop identifié à qui on est et qui on veut vérifier qu'on est, on est aussi dans des difficultés. Donc quand on a une certaine abnégation, quand on se laisse aller à vivre, à se laisser porter par la vie, on a aussi quelque chose qui peut être de l'ordre de la transcendance à cet endroit-là pour certaines personnes. Mais je reviens à mon point de départ. Je pourrais vous dire une phrase de façon choquante, avec une intention malveillante, et je pourrais dire exactement la même, sans cette intention-là, et elle passerait tout droit. Pour illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple un petit peu dans l'actualité, peut-être un peu ancienne pour certains. Je vais prendre d'un côté l'humoriste Aymeric Lomprey, et je vais prendre de l'autre côté l'animateur humoriste Tex. Nous avons d'un côté quelqu'un qui peut dire ce qu'il veut, Aymeric Lomprey, puisqu'il assume d'être un sale gosse, il assume de dire n'importe quoi, et on peut y voir une certaine cohérence. En fait, son personnage fait que ça part d'un endroit où on ne peut pas lui en vouloir de dire ce qu'il dit, puisqu'il dit des atrocités quoi qu'il en soit. Et on a de l'autre côté Tex, qui se prend très au sérieux en tant que Tex, et qui, lorsqu'il a dérapé, en une fois, ça a suffi à l'évincer d'une chaîne et à le rendre invisible pour les autres. Et en fait, quand il va réagir de façon très personnelle à tout ça. Alors qu'on sent bien que du côté d'Aymeric Lomprey, il y a du jeu, en fait, il y a une distance, il y a une légèreté derrière. Et je pense que du coup, on peut, avec des propos qui peuvent être qualifiés de misogynes des deux côtés, on peut accéder à une légèreté et à une distance vis-à-vis de lui-même, puisque Aymeric Lomprey joue au con, en fait. Et de l'autre côté, on a Tex qui, lui, se considère pas comme n'importe qui, et qui, quand il dit « Allez, c'est drôle !» et ben du coup, derrière, on va aller le cueillir, parce qu'il est vraiment sincèrement en train de penser ce qu'il dit, il est vraiment sincèrement en train de le poser là, avec conviction, en disant « c'est du génie », un peu. Voilà, j'espère avoir apporté quelques éléments nouveaux par rapport à ce sujet-là. Je ne m'attendais pas à répondre à cette question, donc en espérant que ça vous aura plu. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir en commentaire, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne. Et puis n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!